attente des perspectives que vous allez nous donner pour 2021, parce que les chefs d'entreprise, et bien également, on attend tous une année qui soit en rebond en 2021. Voilà, en tout cas, merci et je vous laisse la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Merci, Monsieur le Président. Et nous sommes très heureux, effectivement, d'être l'hôte d'IMEDEF 74 qui nous prête cette salle pour cette manifestation que l'on fait mixte, présentiel, distanciel. Deux mots que nous avons appris en 2020, si nous ne les connaissions pas. Présentiel, distanciel, c'est vrai que c'est des mots qu'on utilisait peu jusque-là. Donc, merci aussi à tous les participants, alors chefs d'entreprise, banquiers, personnalités de la place. Les résultats de l'enquête qu'on va vous transmettre, c'est les résultats aussi de vos entreprises. On se fait un peu le porte-parole de la collecte des informations que nous avons obtenues auprès de vous. Donc, merci, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, d'avoir répondu à plus de 4200 dans la région à notre enquête dont nous allons vous présenter les résultats. Merci aussi aux équipes de la Banque de France d'avoir collectionné et agrégé l'ensemble de ces informations. Voilà, donc cette restitution, c'est la vôtre, puisque c'est un petit peu l'agrégation de vos résultats que l'on va vous communiquer. Alors, vous allez voir, on va le faire en plusieurs points. On va faire d'abord un focus macroéconomique, environnement international et conjoncture en France. On viendra naturellement sur les résultats de cette enquête sur les entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes en 2020. Perspective 2021, ce qui est aussi intéressant. 2020, on connaît à peu près. 2021, on va voir comment vous en estimez. Et on vous communiquera aussi quelques données régionales. À l'issue du premier point, nous prendrons des questions, donc soit de la salle, soit par le chat. Donc, n'hésitez pas, pour tous ceux qui sont à distance, de nous poser directement les questions. Nous avons une personne qui les centralise et qui communiquera les principales questions que vous pouvez poser. Et naturellement, nous aurons aussi une séance de questions à la fin de l'intervention pour traiter l'ensemble des sujets que vous souhaitez voir. Et on essaiera de vous libérer avant le couvre-feu, qu'on n'ait pas à vous signer des attestations de plus. 2020 était sans doute une année un peu exceptionnelle. Je pense que quand mon prédécesseur a évoqué à peu près à la même époque l'année dernière l'année qui allait arriver, on avait naturellement le coronavirus était encore qu'un virus chinois dont on pouvait craindre éventuellement dans les approvisionnements, dans le sourcing, mais on n'avait pas conscience encore à cette époque de l'année, et avec la rapidité que ça a été derrière, de l'étendue, j'allais dire, de l'impact de ce virus sur ce qu'allait donner la conjoncture par la suite. Je vais vous présenter d'abord quelques graphiques, alors qui ne sont pas issus de la Banque de France, mais qui sont des indices PMI, un Purchasing Managers Index, donc des directeurs d'achat, pour vous montrer que, alors, c'est des choses qui vont paraître évidentes, mais que la crise de 2020, la crise sanitaire, et il y a eu des conséquences économiques en 2020, est une crise naturellement mondiale. On voit que toutes les zones, vous voyez sur le graphique en haut à gauche, toutes les zones avancées, émergents, et le graphique immédiatement en dessous, par grandes zones des pays émergents, des pays avancés, ont été concernés par cet impact. On voit très bien la forme en V, alors V comme virus, V comme vaccin aussi, donc on espère aussi que l'issue sera positive dans quelques temps. Ce que l'on voit également, c'est que la Chine, comme vous le voyez, c'est en couleur jaune du deuxième graphique, a connu l'impact bien avant nous, et au final de manière plus limitée que la plupart des autres pays, que les autres pays européens, Royaume-Uni et États-Unis. Ce que l'on voit également, c'est que le rebond a été très fort, notamment pendant l'été, alors que dans les services, si vous regardez l'indicateur d'à côté, la page de droite, le rebond a eu lieu, mais on s'aperçoit qu'il y a un petit retournement aussi sur le début de l'année, enfin la fin de l'année 2020. Donc on s'aperçoit que c'est beaucoup moins franc, j'allais dire, la reprise dans les services, et on verra d'ailleurs que c'est le cas en France et que c'est le cas dans notre région. Ce graphique vous présente l'évolution de la production industrielle au niveau mondial. Sans surprise, on retrouve la fameuse courbe en V. Et ce qui est intéressant ici aussi, c'est d'analyser
les contributions positives ou négatives à la croissance de la production industrielle en 2020. Alors, on s'aperçoit que tous les pays ont été touchés, effectivement, toutes les grandes zones ont été touchées à des moments différents. On s'aperçoit que le rebond est massif également. Et sur la dernière partie de l'année, les deux seules zones qui ont contribué positivement à la croissance de la production industrielle sont la Chine et, alors si vous avez d'extrêmes bons yeux, l'Asie émergente, qui est en orange sur les 2 derniers mois de l'année. Tous les autres secteurs, toutes les autres zones géographiques, y compris la zone euro qui est en bleu clair, ont contribué très négativement, j'allais dire, à l'évolution de la production industrielle sur l'exercice, avec le rebond que l'on voit, mais qui ne permet pas, comme vous le voyez, de rattraper, de retrouver la zone à partir de laquelle on est sur le rattrapage de ce qui s'était fait en 2019. Graphique identique, mais qui concerne le commerce mondial. Alors, il y a des choses positives dans ce graphique, même si on s'aperçoit qu'il suit évidemment la même course que la production industrielle. Souvent, dans les crises antérieures, l'évolution du commerce international, c'est un multiple de la croissance économique. Là, on s'aperçoit que la secousse, elle est à peu près de même niveau. Donc ça, c'est le côté plutôt encourageant. C'est que dans les précédentes crises, le commerce international a été impacté avec un multiple plutôt de la croissance industrielle. Là, on est à peu près dans les mêmes zones. Et donc ça prouve effectivement que la crise a été sans doute très atypique et très différente de celle que l'on a connue. C'est l'une des crises les plus violentes depuis la crise de la Grande Dépression de 1929. La crise de 2008 avait des sources financières. Là, c'est une crise sanitaire qui a des conséquences économiques. On voit que ce n'est pas les mêmes rouages, on voit que ce n'est pas les mêmes entraînements, on voit que ce n'est pas tout à fait les mêmes conséquences. De manière très nette aussi sur le commerce international, on voit que tout ne vient pas de la crise sanitaire. On s'aperçoit, et quand on a dû vous présenter ce graphique en fin d'année dernière, que 2019 et début 2020, il y avait déjà, comme vous le voyez, des signes négatifs dans l'évolution du commerce international. Alors, on était sur d'autres données. On était sur des données de guerre commerciale entre les États-Unis, la Chine, les États-Unis et l'Europe, la Chine, etc. Et que, naturellement, cette tendance s'est amplifiée de manière très manifeste avec la crise sanitaire et ses conséquences économiques. Pour autant, il faut savoir que l'OMC s'attend à une reprise du commerce mondial de 7,2% en 2021. Alors, ça ne permettra pas d'atteindre le niveau d'avant, de 2019, mais ça permettra, en tout cas, de rattraper une partie de l'écart négatif du commerce international durant 2020. Quelques informations en synthèse sur la France et les principales données que l'on peut vous donner, que l'on peut vous fournir à ce titre-là. Le rebond, alors déjà, vous le verrez sur le graphique suivant, nous étions sur la Banque de France sur une prévision à décembre de moins 9% du PIB pour 2020. On est plutôt actuellement à moins 8,3%, donc nos perspectives se sont moins dégradées que prévu, parce que le mois de décembre a été plutôt plus fort que ce qu'on espérait. Donc, vous verrez sur le graphique suivant, le rebond de l'économie a été assez marqué durant l'été et l'impact du deuxième confinement a été beaucoup plus mesuré. Et on verra que ça concerne certains secteurs en particulier que celui du premier où ça a été un coup d'arrêt brutal à l'économie dans quasiment tous les secteurs avec plus ou moins de mal, plus ou moins de difficultés à se relever par la suite. Ce que l'on voit aussi, et ce que vous verrez sur le graphique suivant également, c'est qu'on ne s'attend pas à retrouver le niveau d'avant-crise avant mi-2022. Alors, je dis juste le niveau d'avant-crise. Je ne tiens pas compte du gain de croissance que l'on n'a pas fait pendant ces années. Mais pour retrouver ne serait-ce que le niveau de 2019, il faudrait atteindre, si tout se passe comme prévu, puisqu'on est un peu dans des perspectives, mi-2022. Avec un cycle de reprise qui n'a rien de footballistique, ce n'est pas un 5-5-1, c'est un 5-5-2, 5% en 2021, 5% en 2022 et 2% en 2023, qui sont les dernières prévisions que nous faisons au niveau macroéconomique Banque de France. Point intéressant également, parce que ça explique aussi une grosse partie du taux d'épargne qui a été très important, notamment à l'issue du premier confinement, c'est que le pouvoir d'achat des ménages, globalement, s'est relativement bien comporté, a été préservé durant cette crise sanitaire. Alors, il y a eu toutes les mesures prises par naturellement les pouvoirs publics, notamment avec l'emploi, le chômage partiel, donc des personnes effectivement qui n'ont pas perdu leur emploi, mais qui ont pu être dans des conditions différentes selon les moments
et des activités, mais qui ont pu effectivement être mis en chômage partiel et conserver un certain pouvoir d'achat. Voilà. Et ça a contribué, vous verrez aussi, à maintenir et à améliorer un taux d'épargne relativement important au cours de l'année écoulée. Nous n'avons pas eu jusque-là, et on souhaite d'ailleurs que ça continue, même si ça ne fait pas partie de notre scénario central en termes d'analyse, nous n'avons pas eu de fort impact sur le taux de chômage. Alors, naturellement, qui s'est dégradé, le taux de chômage, notamment en Haute-Savoie, où on partait de très bas, puisque le plein emploi était quasiment existant en Haute-Savoie. Ce n'est plus le cas actuellement. Mais malgré tout, voilà, l'évolution du taux de chômage en France, de manière générale, a été beaucoup plus contenue que ce qu'on pensait. On anticipe pourtant une forte hausse de ce taux avec un maximum qui pourrait être atteint à la fin du premier semestre 2021 avec un taux proche de 11%, pour revenir à 9% courant 2022 et fin 2023. Pour autant, pour l'instant, on est plutôt sur des choses, le marché du travail a plutôt été préservé. Alors naturellement, les contrats courts ont été revus, brutalement parfois, mais les dispositifs de chômage partiel ont permis de maintenir un certain nombre d'effectifs dans des entreprises qui, je vous le rappelle, jusqu'à l'année dernière, la problématique était le recrutement. Donc, quand on, effectivement, les chefs d'entreprise qui avaient une problématique légitime de recrutement, de main-d'œuvre qualifiée ou qu'ils avaient formée, avaient volonté effectivement de maintenir autant que faire se peut ces sources vives, ces ressources dans leur entreprise, ce qui a relativement été le cas jusqu'à présent quand on regarde globalement en tout cas les chiffres. L'inflation, alors vous savez qu'une banque centrale est forcément focalisée sur l'inflation puisque c'est sa mission de maintenir au niveau du système européen une inflation faible, le plus proche possible de 2%, plutôt en dessous qu'en dessus. Là, on peut dire qu'on est plutôt bon et peut-être même trop bon, et je reviendrai là-dessus, c'est qu'on est sur une inflation à 0,5%, que timidement, on estime pouvoir repartir à 1% à 2022, ce qui n'est pas nécessairement satisfaisant, parce que c'est effectivement bien plus bas que l'objectif de 2%. Ça explique aussi pourquoi, déjà avant la crise, depuis un certain nombre de mois et d'années, et a fortiori avec la crise, on a maintenu des conditions, enfin la BCE a maintenu des conditions de financement extrêmement favorables. Je ne reviendrai pas sur les taux qui sont bas et durablement bas. Je ne vous parlerai pas non plus des liquidités mises sur le marché. Mais tout ça fait que malgré tout, l'inflation ne décolle pas et est autour de 0,5. Alors on me dirait que ce n'est pas utile forcément qu'elle monte à 2. Sauf que 0,5, quand on se rapproche de l'équilibre, ce n'est pas forcément une bonne chose non plus, puisque nécessairement, derrière, en cas de difficulté, on peut très vite passer en spirale de prix négative et les anticipations là sont tout autres. Donc, ce n'est pas nécessairement une excellente nouvelle d'être trop proche de zéro en termes d'inflation. Le graphique suivant reprend, alors notamment le tableau, les principaux points que je viens d'évoquer avec vous. Donc là, il est encore à moins 9. Je vous rappelle, on est plutôt sur moins 8,3 en termes de décroissance du PIB sur 2020. Et reprend les principaux éléments que je vous ai donnés. Comme vous voyez au niveau des créations nettes d'emplois, on est en destruction d'emplois en 2020, 425 000 environ. On estime qu'on aura encore 350 000 destructions d'emplois en 2021 et on retrouvera des créations d'emplois nettes à partir de 2022, 425 000, 225 000, ce qui explique aussi, entre parenthèses, la courbe du haut, enfin la ligne du haut qui est l'évolution du taux de chômage attendu, pas espéré, parce qu'on espère se tromper aussi, mais attendu en tout cas à court terme. Un petit coup dans le rétroviseur sur l'impact économique tout au long de l'année, au fil de l'eau. Là, on est globalement tout confondu, industrie, services marchands. Là, c'est vraiment du global, avec effectivement la perte de PIB par épisode de l'année. On s'aperçoit très bien, effectivement, que, et on le verra aussi dans l'enquête régionale que je vais vous présenter derrière, que le premier confinement était le plus violent, parce que d'abord, personne ne s'y attendait. Il a fallu mettre en place les normes sanitaires, il a fallu du jour au lendemain innover dans l'organisation du travail. Dans l'industrie, ça a été compliqué. Dans le bâtiment, il y avait parfois l'impossibilité aussi de rejoindre même les chantiers parce que le donneur d'ordre ne donnait pas accès aux chantiers. Donc, ça a été compliqué partout et on voit que ça a été un grand coup d'arrêt puisque sur le début du confinement, on a perdu 35% de PIB en 15 jours. Vous verrez qu'on l'a repris, mais ça a été extrêmement violent. Ce que l'on s'aperçoit aussi, et on va le voir de manière encore plus détaillée, c'est que la reprise durant l'été s'est bien faite. Il y a eu un petit temps d'arrêt à l'automne, au début de l'automne, septembre-octobre. Et puis, il y a eu l'effet du deuxième confinement
qui a été, comme vous le voyez, beaucoup moins sensible sur la courbe, et on verra les secteurs qui ont été plus impactés que d'autres. On verra que c'est surtout les services marchands, d'ailleurs, qui ont été impactés par le deuxième confinement, ne serait-ce que parce que les autorisations administratives de fonctionner pour les hôtels, enfin pour les restaurants et tout le tourisme, entre guillemets, il n'y avait pas d'autorisation de fonctionner, alors que l'industrie s'est relativement bien accommodée, entre guillemets, du deuxième confinement, et on verra aussi sur le graphique suivant, et que le bâtiment n'a quasiment pas senti l'effet du deuxième confinement. Pour autant, voilà, on voit que globalement, ça représente un petit écart, mais beaucoup moins perceptible, en tout cas que le premier. J'espère que c'est assez lisible. Ce qui est intéressant, alors là, c'est encore au niveau national. Ce qui est intéressant dans ces graphiques, ce graphique reprend par industrie, services marchands et bâtiments, les principales filières à l'intérieur de l'industrie, services marchands et bâtiments. La ligne rouge que vous avez dans chaque zone, c'est le point bas, c'est-à-dire le mois d'avril, le point bas en termes de fonctionnement dans ces filières-là. C'est en pourcentage, on va dire, d'un mois jugé normal. Donc on s'aperçoit, si on prend l'automobile, le troisième en partant de la gauche dans l'industrie, on était bon an, mal an au mois d'avril à 12%, un peu plus de 10, 12% d'un mois normal. Donc on était effectivement très très bas par rapport à ce qu'on attend d'un mois d'avril habituel. Donc voilà, la barre rouge représente chaque fois le niveau d'avril qui était le niveau a priori le plus bas, et les barres bleues représentent, alors bleu foncé novembre, bleu violet décembre et bleu plus clair janvier en prévision de ce qu'attendent les chefs d'entreprise par rapport à un mois classique. Grosso modo, ce qu'il faut voir, c'est que dans la plupart des secteurs, on est en fin d'année, si on prend décembre, le trait du milieu, assez proche globalement d'un niveau jugé d'un mois de décembre normal. 95% globalement dans l'industrie, 98% dans le bâtiment, un peu plus bas dans les services marchands, avec des secteurs qui n'ont quasiment pas senti la crise, entre guillemets, l'agroalimentaire, 97%, l'industrie chimique, 97%, la pharmacie, 93-94%. D'autres qui ont senti la crise à un moment donné et qui ont bien remonté depuis, y compris l'automobile. Comme vous voyez, on est passé de 12% à 84% de moins normal, ce qui n'est pas encore 100%, mais on voit bien qu'il y a quand même un bel écart qui a été comblé. Dans les services marchands, sans trop d'étonnement, il y a deux secteurs qui ont particulièrement souffert et qui continuent de souffrir, qui sont la restauration, comme vous le voyez. On est un tout petit peu mieux qu'au niveau d'avril, mais pas grand-chose. Et l'hébergement, puisque ce sont deux secteurs sur lesquels il existe encore de fortes contraintes en termes de fonctionnement quand ce n'est pas des interdictions pures et dures. Le bâtiment, comme vous le voyez, a été très impacté par le premier confinement, un niveau entre 25% d'un taux d'activité normale, et retrouve à la fin de l'année un taux de 98%, donc quasiment sur un fonctionnement de mois décembre traditionnel. Donc, des effets qui ont été vraiment très sectoriels et très différenciés entre les secteurs. Donc, il faut avoir ça en tête parce que ça jouera sur ce qu'on va vous présenter tout à l'heure. Voilà, tout le monde n'a pas subi la crise économique liée à la crise sanitaire de la même manière cette année. Et le premier confinement et le deuxième confinement n'ont pas été subis non plus de la même manière selon les secteurs. Quand on retrace, alors ça, c'est issu de nos enquêtes mensuelles régionales. Donc, chaque mois, on interroge un certain nombre d'informateurs à qui on pose toujours les mêmes questions et qui nous donnent les réponses, justement, qui nous permettent d'évaluer la variation des réponses dans le temps. Ce que l'on s'aperçoit, c'est que naturellement, il y a eu un choc de l'offre en 2020. C'est-à-dire que quand une usine ferme ou quand un établissement ne fonctionne plus par autorisation administrative, naturellement, la première crise est liée au fait qu'on ne produit plus puisqu'on ne fonctionne plus. Néanmoins, on voit aussi qu'il y a un choc de la demande, alors plus qui est lié, on est d'accord, mais que, notamment dans l'industrie, on voit très bien que la demande a suivi à peu près la courbe de la production. Et qu'en fin d'année, on n'a pas rejoint tout à fait non plus la ligne 0 étant la ligne dite normale, c'est-à-dire quand le chef d'entreprise estime qu'il est à un niveau normal par rapport à ce que ça doit être à cette époque-là, c'est noté 0, entre guillemets, dans notre enquête. On voit très bien que dans l'industrie, il y a eu un choc sur la demande, que c'est remonté progressivement, mais que malgré tout, on n'a pas tout à fait atteint encore une demande qui est jugée considérée normale par les chefs d'entreprise interrogés. Dans le bâtiment, c'est un peu différent, comme vous le voyez. Le choc a été un peu moins brutal et surtout plus vite surmonté. Puisque dans le bâtiment,
Ça a surtout peut-être été un choc d'offres plus que de demande. Les carnets étaient quand même bien remplis. On est dans un département, une région, mais un département dans cette région particulièrement dynamique en termes d'immobilier. Et on voit très bien que très rapidement, la demande dans le bâtiment a atteint, même non seulement au-dessus de la ligne de la normale, mais a atteint sa ligne de moyen terme. Donc voilà, c'est assez intéressant. On voit que les comportements ne sont pas tout à fait pareils, alors que dans l'industrie, il y a encore un écart entre un niveau de demande suffisant par rapport à l'attente des chefs d'entreprise. Un petit focus sur la trésorerie. Alors, quand vous avez un choc économique de cette ampleur, que ce soit sur l'offre ou la demande, nécessairement, derrière, vous avez un impact en termes de trésorerie. Alors, il est matérialisé ici. On voit très bien l'impact. Alors, le choc de trésorerie, vous le voyez notamment dans l'industrie, il n'est pas plus violent qu'en 2008-2009. Mais 2008-2009, c'était une crise financière. Donc, on était sur d'autres schémas de fonctionnement et d'autres schémas de contamination, entre guillemets, au reste de l'économie. En 2020, le choc était bien plus violent en termes économiques. Malgré tout, les trésoreries ont eu un impact durant le mois de mars-avril, mais très vite, les trésoreries ont retrouvé un niveau supérieur à la normale et quasiment qui est le niveau à moyen terme des trésoreries des entreprises de l'industrie. Naturellement, il y a l'effet PGE, il y a plein d'autres mesures, il y a l'effet PGE. Le PGE, pour votre information, sur la Haute-Savoie, à fin d'année, c'est 1,5 milliard distribué en cours à tout type d'entreprise, beaucoup de TPE, donc ce n'est pas que des grandes entreprises qui font le PGE, essentiellement dans les métiers d'ailleurs du commerce, de l'industrie, avec des montants plus importants dans l'industrie, mais c'est évident, puisque les besoins ne sont pas nécessairement les mêmes, et puis l'hôtellerie-restauration, qui sont des secteurs qui ont particulièrement souffert et qui souffrent encore particulièrement de la crise actuelle. Voilà. Donc dans l'industrie, malgré tout, donc les trésoreries ont été correctement remises à niveau, on va dire. Alors après, il y a des cas particuliers, mais on est sur des choses d'agrégat statistique. Dans les services marchands, le choc sur les trésoreries était plus violent. On s'aperçoit qu'on revient à un niveau de la normale, mais qu'on est encore loin de la trésorerie habituelle des sociétés à cette période de l'année. Donc, on est sur des choses moins bien établies au niveau des services marchands. Alors, là-dedans pèse naturellement l'hôtellerie-restauration. C'est sûr que quand vous terminez votre saison un peu avant, ce n'est pas forcément gravissime, mais quand au mois de novembre, on vous dit d'arrêter à nouveau et que vous savez derrière en plus que la saison touristique d'hiver est compromise, un impact, j'allais dire, voilà, il y a quand même des charges fixes à couvrir et il y a nécessairement un impact de trésorerie. On voit quand même qu'il n'y a pas eu de crise financière, pour l'instant en tout cas, par rapport à cet impact économique fort et que les mesures rapides mises en place par l'État ont permis d'éviter la contamination sanitaire à l'économie et de l'économie aux financiers. C'est un peu je vous présente ce diaporama, cette diapositive, c'est un peu le parallèle du précédent, mais avec une vue un peu différente. Il s'agit là des crédits, dépôts et crédits accordés aux sociétés non financières. Donc, sociétés non financières, c'est tout ce qui n'est pas banque et assurance. Voilà. Donc, l'ensemble des sociétés françaises qui ne sont pas dans la sphère banque-assurance. Ce que l'on voit très bien, donc plus vous êtes effectivement dans le crédit, plus vous êtes dans le jaune, plus il est bas, plus ça veut dire qu'il y a de crédit mise en production. Et pour la courbe bleue, qui est la courbe des dépôts, plus elle est haute, plus il y a de dépôts sur les comptes bancaires des entreprises. Pour faire simple, c'est un peu ça l'idée. On voit très bien là le rôle régulateur au printemps du PGE, c'est-à-dire que les crédits accordés se sont retrouvés naturellement sur les dépôts des entreprises, parfois à des niveaux supérieurs aux crédits accordés, ce qui veut dire qu'il y a certains PGE, qui ont été faits peut-être par confort ou par crainte. Les chefs d'entreprise ne savaient pas nécessairement au mois d'avril à quelle sauce ils allaient être mangés. Pour certains, ça s'est mieux passé que d'autres, mais il n'empêche que globalement, par crainte aussi peut-être des restrictions qu'il y avait pu avoir dans les financements en 2008-2009, les chefs d'entreprise ont souscrit assez massivement, peut-être même quand ils n'en avaient pas toujours besoin, au PGE. Chose que l'on voit bien ici. Et on voit bien aussi que le PGE, les besoins de trésorerie se sont écoulés tout au long de l'année, qu'on retrouve une situation un peu plus normale. Le graphique suivant est intéressant. Ça ne concerne pas du tout les entreprises, ça concerne les ménages. Alors, ça concerne aussi les entreprises par les entrepreneurs individuels. Mais voilà, ce n'est pas le même niveau que les entreprises commerciales classiques. Et ce graphique est intéressant parce que c'est en lien aussi avec la corrélation de l'épargne qui a atteint un niveau jamais atteint au niveau du printemps. C'est que vous apercevez que sur les mois de mars-avril, la courbe des crédits qui est normalement en dessous de zéro, puisque quand vous émettez des crédits, vous avez sur ces 2 mois des remboursements de crédits plus forts que les mises en production de crédit.
Donc, c'est assez historique hein, dans l'histoire. Bon, ça commence, on n'a pas une longue étendue on ne voit pas pendant 25 ans, mais c'est des choses que l'on voit assez rarement. Alors, effectivement, en mars-avril, pour les particuliers, à part les achats par Internet, les achats étaient un peu restreints. Donc, il y avait peut-être moins de consommation, mais on s'aperçoit aussi qu'il y avait derrière des remboursements de crédit supérieurs globalement aux mises en production de crédit de la part des établissements bancaires. On a rapidement retrouvé un schéma plus logique et plus normal, mais c'est suffisamment rare pour être souligné et c'est en lien avec cette épargne supplémentaire qui a été collectée au printemps qui a été épargnée par les ménages notamment. Ce focus, ce point est rapide, c'est juste pour remontrer ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'on s'attend effectivement, d'après nos prévisions, à un retour à l'avant 2020, courant 2022. Voilà. Qu'en dépit de petites variations erratiques entre la France et la zone euro, les tendances sont les mêmes. Alors effectivement, le choc, la baisse était un peu plus forte en France, mais on s'aperçoit que le rebond a été aussi plus rapide. Et que dans les deux cas de figure, mi-2022 est la date a priori attendue pour retrouver la base de 2019. Voilà, ça c'est intéressant parce que voilà, parfois les confinements n'ont pas eu lieu en même temps, il y en a un de plus qui a lieu d'un endroit pas à l'autre, mais globalement, les courbes se rejoignent et la gestion est à peu près équivalente, enfin la gestion, en tout cas les résultats en termes d'évolution de PIB sont à peu près équivalents, quels que soient les pays de la zone euro. Ça c'est la mauvaise nouvelle qu'on craint, hein, puisqu'on ne l'a pas constaté pour l'instant. C'est une prévision et on espère se tromper pour une fois. C'est qu'effectivement, on estime que le pire moment en termes du taux de chômage, enfin la remontée la plus forte du taux de chômage, ce sera courant 2021, là, au premier semestre, et qu'on pourrait tangenter le 11% à la fin de ce premier semestre, pour redescendre progressivement, mais très progressivement, autour ou un peu en deçà de 9% à l'issue de 2022, alors qu'on voit qu'on démarrait de très bas, hein, puisque avant cette crise, on était à un taux historiquement très bas, légèrement supérieur à 7%, ce qui n'était pas vu depuis un certain nombre d'années, pour ne pas dire de décennies. Voilà. Donc ça, c'est effectivement la mauvaise nouvelle. Pour l'instant, l'emploi a bien tenu, vous en connaissez tous ces raisons, le chômage partiel, etc., la difficulté de recruter et les besoins qui existent. Voilà. Mais on est sur une tendance qui pourrait être négative dans les mois à venir. Niveau d'investissement des entreprises et des ménages, on va surtout regarder entreprises, hein, peut-être, ce qu'il est intéressant de voir, et on le verra dans l'enquête que l'on présente aujourd'hui au niveau des anticipations des chefs d'entreprise pour les années à venir en termes d'investissement. Il y a certes eu un investissement industriel, notamment, qui a baissé fortement en 2020. Et on verra qu'il n'est pas forcément si fort que ça par rapport à la baisse du chiffre d'affaires, notamment, qu'on a constaté. Et qu'on parle davantage, quand on lit les commentaires aussi des chefs d'entreprise, on est davantage parfois sur du report, de la mise entre parenthèses d'un investissement, plutôt que sur des annulations pures et simples. Donc, on le constate un petit peu, puisqu'on voit que 2022 aussi, le hasard des calendriers, fait que mi-2022, on pourrait retrouver le niveau d'investissement qu'on a connu également avant ce triste épisode. Ça sera naturellement en fonction aussi de l'évolution de l'activité, si elle est bien conforme à ce que prévoient les chefs d'entreprise d'ici là. Mais ça, c'est quand même la bonne nouvelle, parce que l'investissement a fortement baissé, certes, mais comme on n'est pas sur une crise économique par nature économique, on n'est pas forcément sur des anticipations économiques négatives, derrière, la confiance, malgré tout, est toujours là pour maintenir ou faire cet investissement différé. Dette publique. C'est toujours intéressant de faire un focus dette publique. Hein. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Là, vous avez France Zone Euro. En gros, tout le monde a pris 20 points. Hein. On a tous pris 20 points quand on regarde le graphique, pourcentage du dette publique rapporté au PIB. On a tous pris 20 points. En France, on estime que les 2/3 de ces 20 points sont liés au manque d'entrée fiscale et que le tiers restant est lié aux mesures qui ont été prises. La problématique, elle n'est pas sur le niveau, elle est éventuellement sur le niveau de départ. Bon, elle est sur le fait que la dette doit être remboursée à un moment donné. Et je ne vais pas rentrer dans le débat, mais qui est très tendance en ce moment sur quand rembourser la dette Covid. Bon, ça fait partie des points sur lesquels il y aura forcément des décisions qui sont prises à un moment donné. Mais ce que l'on constate, c'est qu'on est tous un peu à la même enseigne, c'est-à-dire qu'on a tous pris de la dette, mais de la bonne dette. Quand je dis de la bonne dette, c'est de la dette par rapport à une situation d'urgence économique qui a évité effectivement l'asphyxie financière des sociétés.
qui auraient très bien pu exister s'il n'y avait pas eu de mesures mises en place. À ce point de l'intervention, avez-vous déjà des questions, des réactions? Alors, si les questions, naturellement, pour la salle, sont directes, et à distance, c'est via le chat, et voilà, j'ai un collaborateur qui est en train de les recenser et éventuellement de les synthétiser quand certaines se ressemblent. Oui. Merci. Sur un des tableaux que vous avez présenté 3 pages avant, il y avait déjà une descente des chiffres mi-2019. Le Covid n'était pas encore là, mais j'ai vu des chiffres qui étaient déjà descendus 6 mois avant. Alors, je pense que vous faites le graphique du commerce international, peut-être? C'est 3 ou 3. Je ne sais pas si j'ai la main sur le... Si je peux avoir oui, c'est celle-là, je crois. Pardon. Ah, vous... Non, ou, attendez, oui, on va remonter. Vous avez été trop loin. C'est plus après? C'est plus après, oui. Ici. Ah, pardon. Non, celle-là. Niveau d'investissement des entreprises, on a vu que ce n'était pas tout à fait l'année 2020, qu'on avait déjà une descente des investissements, une perte d'investissement. Ça s'est fait avant le Covid ou c'était... Je pense que c'est un effet graphique. C'est-à-dire que comme on a fait la barre au milieu 2020 et qu'elle descend très vite, donc et qu'elle descend très vite, c'est un effet graphique. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est plutôt sur 2020, mais comme la pente est très pointue, d'accord. Vous avez l'impression que ça commence fin 2019. C'est bien l'effet Covid alors. Oui, et c'est un effet, et puis c'est un effet d'optique aussi sur les courbes de relier 2 points et qui voilà. Mais c'est pas là par contre où il y avait un effet négatif très tôt, c'était le commerce international, je l'évoquais. C'est parce que la guerre commerciale, et à cette époque de l'année, il y a un an, c'est la question qu'on se posait tous. Il y avait le Brexit aussi, qui n'était pas conclu encore, et puis toutes les guerres commerciales entre zones commerciales. Là, par contre, effectivement, c'était un signe qui était pré-Covid et qui n'avait pas grand-chose à voir avec la crise à venir. Il y avait une autre question, je crois. Oui, j'avais une question par rapport au taux de cash que nous avons un peu partout. On l'a vu dans les ménages. Et le lien avec l'inflation. En fait, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi il reste aussi bas. Alors, ça fait partie d'une... Oui, c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'avec les liquidités qu'il y a sur le marché, alors vous parlez d'épargne, mais les liquidités mises aussi par la Banque centrale européenne sur les marchés, l'inflation ne reprend pas. Et c'est un peu un mystère aussi. C'est-à-dire qu'actuellement, il faut savoir que la Banque centrale européenne est en train de réfléchir à son objectif d'inflation. Alors, pas au fait de suivre l'inflation, puisque ça, c'est le traité de Maastricht qui lui a donné cette mission, donc elle n'a pas le choix. Son objectif, c'est de veiller à ce que l'inflation soit faible. Elle est en train de se poser la question, est-ce que 2%, c'est toujours d'actualité ou pas? On s'aperçoit effectivement qu'en dépit d'énormes liquidités sur le marché, et bien avant la crise du Covid, enfin, je veux dire, là-dessus, on est sur des choses qui sont vraies depuis déjà 3-4 ans. En dépit des énormes liquidités, des taux d'intérêt très bas, voire négatifs, quand vous êtes en taux de dépôt, et des liquidités énormes mises sur le marché, l'inflation ne repart pas. C'est un peu un paradoxe, donc on ne s'explique pas totalement pour autant. Et c'est pour ça que je vous disais que 0,5% d'inflation, ce n'est pas nécessairement quelque chose de satisfaisant au vu des moyens engagés pour faire en sorte que cette inflation soit un peu plus haute. Donc, il y a une vraie réflexion qui est en train de se mener à l'initiative de la nouvelle directrice, la nouvelle présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, de redéfinition de l'objectif d'inflation. Est-ce que elle est basse parce qu'on ne sait plus la suivre correctement? C'est-à-dire que les indicateurs qu'on prenait pour suivre l'inflation ne sont plus tout à fait adaptés. Ça fait partie des choses qui sont en train d'être étudiées. Est-ce qu'il y a des grappes d'innovation technologique qui fait que l'inflation sera toujours basse désormais? Je ne sais pas. Ça fait partie, en tout cas, des questions que se posent les spécialistes pour savoir, pour expliquer le paradoxe que vous avez bien mis en exergue, à savoir d'énormes liquidités sur le marché. Et normalement, ça devrait... le but, c'est effectivement que ça relance un petit peu l'inflation de manière modérée, mais en tout cas au-delà des 0,5. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, c'est une excellente question auquel je n'ai pas la réponse. Oui, bonjour Monsieur Brunet, merci de cette invitation. Peut-être vous ne me répondrez pas. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un plan B de prévu si malheureusement il venait à avoir un reconfinement? Plan B,
on n'est pas décisionnaire de quoi que ce soit, donc que ce soit en matière de confinement ou en matière de plan économique. Plan B, enfin, en tout cas, la Banque de France n'a pas de plan B quoi qu'il arrive. Par contre, ce que l'on s'aperçoit quand même, c'est qu'un confinement n'égale pas un confinement. On l'a vu et on va le voir. Le deuxième confinement n'a pas eu le même impact que le premier. Alors, je ne veux pas dire que s'il y en a un troisième, attention, n'interprétez pas en disant que s'il y en a un troisième, il sera encore moins lourd que les deux premiers. On ne sait pas si voilà. Mais un confinement n'est pas égal à un confinement. Entre celui du printemps et celui de l'automne, et on va le voir rapidement d'ailleurs, on s'aperçoit que les acteurs économiques n'ont pas réagi de la même manière. Certains avaient la capacité de continuer à produire quasiment normalement. Et leur seule incertitude, c'était est-ce que je vais avoir suffisamment de salariés derrière à mettre derrière, parce qu'entre les cas contacts et les cas de maladies réelles, maladies saisonnières ou maladies Covid, est-ce que j'aurai suffisamment d'employés, d'ouvriers pour pouvoir faire tourner mes machines? La question était plus là-dessus dans l'industrie au deuxième confinement, où on n'était pas sur un arrêt brutal. Et puis, les gestes, les protocoles sanitaires étaient déjà mis en place. On n'a pas eu à les réinventer à chaque fois, même s'ils ont évolué. Voilà. Alors après, votre question, est-ce qu'il y a un plan B? Alors moi, je n'ai pas de plan B. La Banque de France n'a pas de plan B. Après, au niveau des décideurs économiques, c'est possible. Mais voilà, ayez en tête que tout confinement n'a pas forcément le même impact sur toutes les activités non plus de la même manière. Merci. Est-ce qu'on arrive à ressortir de ces chiffres le e-commerce? Lui s'en tire bien, au contraire, ça l'a boosté. Alors, c'est comme d'autres. Alors, pas directement de ces chiffres aussi, puisque si on dans les chiffres du commerce de détail, entre guillemets, même si c'est des gros commerçants de détail, le e-commerce est intégré. Après, ça ressort globalement en macroéconomique. Par contre, ça ne ressort pas de notre enquête, puisqu'on n'a pas d'acteur prééminent du e-commerce, je vais dire, en aura. Et que quand on interroge le commerce, on est plutôt sur le commerce de détail, de proximité, avec effectivement une partie, je ne vais pas revenir sur la thématique, dès qui ont été fermés parce que non essentiels, entre guillemets, à certains moments, et d'autres qui ont pu rester ouverts parce que directement liés à l'alimentaire, ou la grande distribution aussi, qui a pu rester ouvert sur les deux confinements, avec peut-être des restrictions un peu plus importantes sur le deuxième, sur les produits qui n'étaient pas de première nécessité. Alors naturellement, le e-commerce, ça a un impact sur les chiffres d'affaires globaux de la filière, mais ça ne ressortira pas de l'enquête que l'on va vous présenter maintenant. Mais naturellement que ça fait partie des acteurs gagnants de cette période-là. Donc, je vous propose de passer à la suite, puisqu'il n'y a pas de questions au chat, mais vous aurez tout loisir d'en poser encore à la fin. Là, on va vous présenter réellement les résultats de l'enquête agrégée auprès de vous. Donc, 4200 réponses. En gros, 2000 dans l'industrie, 1100 dans les services marchands et 1100 dans le bâtiment, pour faire un peu clair. Ce qu'il est intéressant de noter également, donc l'enquête a été menée entre le 15 décembre et le 15 janvier, pour faire clair. Donc, ça veut dire aussi que dans les anticipations que vous avez pour 2021, il faut tenir compte que les chefs d'entreprise nous ont répondu en fonction des connaissances qu'ils avaient à l'époque, notamment dans l'hôtellerie-restauration. Si vous avez répondu le 15 janvier, vous avez un peu plus d'infos que si vous avez répondu le 15 décembre, notamment sur la saison d'hiver, plutôt février, on va dire, ou sur le maintien ou pas de certaines mesures. Donc, il peut y avoir un petit biais dans les réponses sur les prévisions, puisqu'en fonction du moment où a répondu le chef d'entreprise, il avait connaissance ou pas d'informations différentes que celui qui a répondu éventuellement en fin de période. Bon, je préfère donner pour être tout à fait orthodoxe dans la manière d'appréhender les résultats. L'industrie BTP, on est exhaustif. Quand je dis on est exhaustif, c'est qu'on, dans notre enquête, recouvre toutes les filières de l'industrie, toutes les filières du BTP. Dans les services marchands, on ne l'est pas. Notre enquête porte sur quelques services marchands, alors les principaux naturellement et les plus importants pour la région Aura, à savoir l'essentiel des services aux entreprises, donc que ce soit l'ingénierie technique, l'ingénierie informatique, le nettoyage, le travail temporaire, par exemple, mais également aussi, et c'est important cette année encore plus qu'une autre, l'hôtellerie-restauration. Donc, l'hôtellerie-restauration fait partie des secteurs qui ont été interrogés au titre des services. Par contre, les services à la personne, autres que l'hôtellerie-restauration, sont hors champ d'études. Donc, c'est des éléments sur lesquels vous n'aurez pas d'informations puisqu'ils n'ont pas été forcément interrogés. Globalement, quand on intègre tous les secteurs interrogés, voilà ce qui ressort
de l'année 2020. Alors naturellement, hein, avec tout ce que je vous ai dit, il ne fallait pas s'attendre à des choses extraordinaires. On est sur une chute historique, hein, des chiffres d'affaires des chefs d'entreprise qu'on a interrogés. Pour faire simple, quand vous regardez 2020, vous avez l'annulation de 3 ans de croissance. 5, 7, 3, 7, 2, 9, j'additionne à la louche. Vous avez en 2020, vous rayez 3 ans de croissance d'activité, tout secteur confondu et globalement. Quand vous regardez les effectifs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les effectifs, et d'ailleurs heureusement, on peut plutôt s'en réjouir, vu l'ampleur de la chute du chiffre d'affaires, ont plutôt été, certes sont en baisse, assez importante, moins 6, mais là-dedans, on intègre les effectifs moyens des entreprises, donc on intègre le travail intérimaire et les contrats à durée déterminée. Il faut savoir que l'intérim, c'est plutôt moins 20 que… voilà. Donc ça veut dire que les effectifs permanents, globalement, sans doute, sont plutôt à la stabilité. Dès lors qu'on enlève les contrats courts et les intérimaires qui ont été naturellement fortement impactés par la baisse d'activité de l'ensemble des secteurs, en 2020. Voilà. Alors pour faire simple, voilà, vous enlevez 300 2020, vous retrouvez en 2016. Enfin, toutes choses égales par ailleurs en termes de croissance d'activité, de croissance de chiffre d'affaires. C'est un peu ça qu'on remarque. Intéressant aussi, sur l'ensemble de notre échantillon, c'est vrai dans l'industrie, c'est vrai dans les services marchands, les 3/4 des entreprises interrogées ont connu une baisse d'activité. A contrario, ça veut dire qu'il y a quand même 25% dans ce contexte très morose et très, très noir qui ont amélioré leur chiffre d'affaires en 2020. Si vous avez 75% qui ont diminué, 25% ont quand même augmenté leur chiffre d'affaires. Dans les 75% de ceux qui ont diminué leur activité, il y en a 50% qui ont connu une baisse d'activité de plus de 10%. Donc, qui sont dans la deuxième partie, qui sont les baisses les plus marquées des secteurs. Comment s'est passé, j'allais dire globalement, cette année? Vous retrouvez les petites barres violettes de la situation au mois d'avril, donc industrie, services, bâtiments, et vous retrouvez les histogrammes qui vous représentent la situation, le fonctionnement, alors à fin décembre, si vous êtes sur la colonne de droite, de l'industrie et services du bâtiment par rapport à un mois normal. Incontestablement, les services c'est les secteurs qui ont mieux passé le premier confinement. Vous voyez, par rapport au bâtiment, 20%, ça veut dire que 20% un mois d'avril dans le bâtiment, c'était 20% d'un mois d'avril normal. Dans l'industrie, on était à peu près à 50%, et dans les services, on était à 60%. Quand vous regardez le tableau de droite, on a essayé de retracer l'évolution de quelques secteurs par rapport aux réactions au premier et deuxième confinement. Alors, l'hébergement, restauration, événementiel, ça c'est sûr que c'est les grands perdants de l'année. Voilà. Ceux qui, à la fois sur le premier confinement et à la fois sur le deuxième confinement, ont connu un taux d'activité le plus bas. Et on l'a vu tout à l'heure dans les chiffres nationaux, c'est là où les barres à fin d'année sont quasiment les plus proches de celles du mois d'avril. Vous avez des secteurs qui ont très peu senti la crise. Alors très peu, ça se relativise, c'est l'agroalimentaire, la pharmacie, on pourrait même rajouter la chimie, qui globalement ont passé assez bien l'année. C'est-à-dire que certes, ils ont sans doute eu des baisses de chiffre d'affaires, mais de manière très mesurée et sans commune mesure avec ce qu'ont connu leurs petits camarades. Vous avez ceux pour lesquels le coup d'arrêt a été très important au premier confinement, qui ont très bien vécu le deuxième confinement, qui sont globalement le bâtiment et l'automobile. Et puis vous avez les autres, alors qui ont un peu mieux vécu le premier confinement et le deuxième confinement de manière assez correcte. Vous avez vraiment 4 catégories entre ceux qui ont mal perçu, qui ont mal ressenti les deux, ceux dont le coup d'arrêt était très marqué au premier avec un effet moins négatif au deuxième, ceux qui ont un peu surfé sur la vague parce qu'ils étaient sur des secteurs un peu moins concernés par l'impact à la fois sur l'offre et sur la demande. Dans l'industrie, c'est exactement ce que je vous disais. Premier confinement, voilà, vous avez une baisse d'activité qui fait qu'il y avait une nécessité que l'on revoie notre échelle. Sinon, ça ne passait pas la courbe. Reprise rapide, alors naturellement mars-avril, reprise rapide de l'activité durant l'été avec le déconfinement.
un petit essoufflement en septembre. Vous avez que septembre, il y a eu le premier essoufflement, c'est-à-dire que c'est le premier mois où on était un petit peu en deçà de ce qu'on avait fait au mois d'août. Et puis, le deuxième confinement, en novembre, vous êtes encore en positif. C'est-à-dire que globalement, dans l'industrie, au mois de novembre, on a produit plus qu'au mois d'octobre. Globalement, bien sûr, je parle de toutes choses égales par ailleurs. Vous n'avez aucun impact en global dans l'industrie, c'est le deuxième confinement. Quand vous regardez les situations des carnets de commandes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, fortement dégradé au printemps, en hausse manifeste durant l'été, la tendance de fond un peu moins forte depuis l'été, pour arriver quasi à la normale, mais encore avec un petit retard en fin d'année. L'industrie, donc moins 10, je vous rappelle, au total, moins 10,4, industrie, moins 9,8 en 2020. C'est un peu comme dans le schéma précédent, vous prenez 5,1, 3,2, 1,1 et vous passez tout à la trappe. En gros, en 2020, vous avez retrouvé votre niveau de 2016, avec effectivement une baisse massive des chiffres d'affaires. Et surtout aussi, on voit bien que c'est une crise aussi qui a touché tout le monde, enfin le monde entier. C'est que ce que vous voyez, c'est que globalement, alors que l'export a une contribution plutôt positive aux entreprises de la région, en 2020, ça n'a pas été le cas puisque la baisse était encore plus marquée à l'export que sur le total du chiffre d'affaires. Alors qu'en Aura, habituellement, les entreprises sont quand même assez exportatrices et profitent plutôt de l'export comme un vecteur de croissance. Tout le monde n'a pas été logé à la même enseigne. Dans l'industrie, vous avez ceux qui ont relativement bien résisté, on en parlait tout à l'heure, l'agroalimentaire, la pharmacie. On est sur des baisses mesurées, mais on est sur des baisses quand même. Vous avez ceux qui sont dans la moyenne du groupe, qui sont autour de moins 8, moins 9, textiles, produits en caoutchouc, plastique et autres. Et vous avez ceux qui ont particulièrement souffert cette année, qui sont effectivement l'industrie automobile, matériel de transport au sens large, et le traitement des métaux, notamment avec la filière du décolletage, où vous êtes sur des moins 18,5 en moyenne, entre guillemets, entre 2020 et 2019. Voilà. Donc là, vous avez un peu la gradation de différents secteurs industriels. Vous voyez bien que l'impact a été très différencié et que dans l'industrie, il y a quand même des situations très, très hétérogènes. Les effectifs industriels ont décru, pas à hauteur naturellement des moins 9. Nous sommes sur des effectifs qui baissent de 2,6%. Voilà, ça reste maîtrisé au vu du contexte. Naturellement, c'est une baisse, mais ça reste maîtrisé au vu du contexte. Vous voyez que les secteurs qui ont le plus souffert, ce sont ceux aussi dont les effectifs ont été les plus fortement baissiers, moins 7,4% dans l'automobile, moins 7,6% dans le traitement des métaux, pour, je vous rappelle, moins 17, moins 18 en termes de chiffre d'affaires. Dans les services, alors là, les services, voilà, là, c'est pas tout à fait le même discours, c'est pas tout à fait la même histoire. Vous voyez que dans les services, il y a eu un premier confinement qui s'est naturellement fait sentir. Il y a eu l'opération post-confinement ou déconfinement sur lesquelles l'activité a repris et relativement bien, notamment sur la période estivale. Et par contre, l'impact du deuxième confinement se voit très nettement baissier, c'est-à-dire que vous avez une baisse d'activité en novembre par rapport en octobre. Alors, ce n'est pas tous les services, on va voir aussi. C'est la situation des services, comme dans l'industrie, est très différenciée. Vous avez les activités informatiques, c'est quasiment l'équilibre. Effectivement, ils n'ont pas forcément fait les budgets qu'ils avaient prévu de faire en 2020, si on leur demandait en début d'année combien ils avaient prévu. Néanmoins, sur l'ensemble de l'année, ils arrivent à maintenir leur chiffre d'affaires. Le transport est à moins 7,1. L'hébergement-restauration est à moins 29,2 pour une baisse globalement des chiffres d'affaires de 13,2% dans l'ensemble des services que nous avons suivis. Bon, donc plus forte que dans l'industrie. Vous voyez que habituellement, les progressions des services sont plus marquées sur 2017, 2018, 2019, sont plus fortement positives que dans l'industrie. Par contre, la chute a été beaucoup plus marquée, en tout cas en 2020, par rapport à l'industrie et par rapport à d'autres secteurs qu'on verra après. Voilà. Hébergement-restauration, moins 30%, c'est effectivement énorme. Néanmoins, quand on regarde, je veux dire, ça aurait pu être pire quand on regarde le contexte général, parce que déjà, effectivement, la saison précédente s'est terminée un peu plus tôt que prévu, mais c'était une bonne saison globalement. Donc, en termes de chiffre d'affaires, il y avait déjà une bonne partie qui était assurée. La saison estivale, que ce soit en montagne ou à Annecy ou sur les bords des lacs, on va dire, a été plutôt de bonne tenue d'après les professionnels. Par contre, naturellement, il y a l'effet reconfinement depuis le mois de novembre avec tout l'impact
que ça peut avoir sur l'activité et une sortie de crise, en tout cas pour ce secteur qui prend peut-être un peu plus de temps que ce qui était initialement prévu. Les effectifs se sont maintenus. Ce n'est pas l'épaisseur du trait, c'est même zéro. Hein. C'est-à-dire que globalement, dans les secteurs marchands qu'on suit, il n'y a pas eu de perte d'effectifs en global. Alors, ça recoupe des choses diverses, hein, moins 4,2% dans l'hôtellerie-restauration et autour de zéro, que ce soit dans l'ingénierie technique ou dans le transport. Alors, certes, c'est zéro, mais on voyait qu'on était sur des taux de plus 3, plus 4 des années précédentes. Hein. Donc, les services ne recrutent plus à hauteur de ce qu'ils recrutaient dans les années passées. Pour autant, il n'y a pas eu de forte érosion des effectifs sur l'année écoulée, en dépit d'un contexte quand même très particulier. Bâtiment. Alors là, l'enquête que l'on fait, hormis des résultats que vous allez voir qui sont notre enquête annuelle, sont des enquêtes trimestrielles. C'est pour ça que vous avez une présentation en trimestre et non en mois. Le bâtiment a naturellement été impacté, on le voit bien, surtout sur le deuxième trimestre qui correspond au premier confinement. Le TP, travaux publics, ont été impactés sur le deuxième et le troisième trimestre. Alors, dans les travaux publics, il n'y a pas que l'effet coronavirus, hein, il y a aussi l'effet, vous savez que les années d'élections locales, c'est des années souvent moins propices en termes d'activité pour les travaux publics. Donc, il y a eu un cumul de choses qui fait que les travaux publics ont été un peu moins porteurs que ce qui était anticipé, mais sachant qu'ils n'étaient pas prévus nécessairement en forte hausse cette année, en 2020 par rapport à 2019. Moins 7,9% au total. Donc, c'est le secteur qui baisse naturellement, mais qui, des trois secteurs qu'on a suivis, a le moins baissé sur 2020. Et surtout, j'allais dire, quand vous regardez après des croissances de 4,5, 4,5,1, on reste sur des niveaux, on ne rejoint pas 2016, on est plutôt sur le niveau de 2018, de mi-2018 dans le bâtiment, à cette fin d'année 2020, et une évolution entre moins 6,9 dans le second œuvre et moins 9,4 dans le gros œuvre. Les effectifs, alors là, régionalement, il y a moins 0,5%, une érosion des effectifs. Sachez qu'en Haute-Savoie, hein, c'est le seul, le BTP, le seul grand secteur où il y a eu des créations d'emplois nets cette année. Donc le chiffre là est régional. Néanmoins, quand on croise avec les chiffres directs, Pôle emploi, etc., le BTP a continué à recruter en 2020. Alors pas massivement, pas aussi massivement que les autres années, mais a été le secteur d'activité qui a continué à recruter globalement, qui a eu des créations d'emplois nets sur l'année 2020. Concernant la rentabilité, là vous avez répartition industrie, services, BTP selon les couleurs. Que peut-on retenir? C'est que globalement, pour une entreprise sur deux, il y a eu une diminution de la rentabilité en 2020. On dirait avec moins 10%, moins 13%, moins 8% d'activité, on pouvait quand même presque s'y attendre. Les entreprises ont beaucoup travaillé leurs charges, mais quand vous avez des coûts fixes, vous avez beau travailler vos charges, quand vous n'avez pas d'activité, ça se voit dans les comptes à un moment donné. Vous en avez quand même 20%, hein, quand on regarde à peu près globalement, qui ont réussi quand même à améliorer leur rentabilité sur l'année, à rapporter aux 25% qui avaient pu aussi améliorer leur chiffre d'affaires sur l'année. Voilà. Donc, on est sur globalement, hein, une entreprise sur deux n'a pas pu faire autrement que diminuer sa rentabilité au cours de l'année 2020. Investissement. Alors là, l'investissement, on est naturellement sur une baisse marquée. Alors, industrie et services BTP, néanmoins, il y a un point important qu'il faut avoir en tête, hein, c'est que la majeure partie de l'investissement, les montants les plus importants, se trouvent naturellement, vous le savez, dans l'industrie. Pour faire simple, hein, dans notre échantillon, dans l'échantillon que l'on a constitué, que l'on a interrogé, l'investissement prévu dans l'industrie, c'est 2,3 milliards d'euros. Enfin, l'investissement réalisé en 2020, c'est 2,3 milliards d'euros. Dans les services, c'est 300 millions et dans la construction, c'est 200 millions. Donc, on voit bien la prédominance, hein, de l'industrie pour porter l'investissement d'une région ou d'un département. On est sur du moins 16%. C'est pas, comme je l'ai dit, dans les justifications de baisse d'investissement, on a beaucoup de reports, de mise entre parenthèses. Et on verra sur 2021 que globalement, c'est cohérent. Ces remarques sont cohérentes avec ce que nous annoncent en tout cas les chefs d'entreprise pour l'année 2021. Nous passons en 2021, globalement, et puis après, on va reprendre le même niveau de détail que je viens de vous exposer sur 2020. Globalement,
Alors, je vous rappelle, on était à moins 10 quelque chose. On est à plus 6,3 en 2021. Donc, ça veut dire que les entreprises des 3 grands secteurs vont récupérer une partie du retard accumulé, de la baisse du chiffre d'affaires accumulé en 2020, sans toutefois retrouver le niveau de 2019. 6,3%, voilà, on est sur 60% du chiffre d'affaires qu'on a perdu va être récupéré en 2021, et une légère croissance des effectifs à hauteur de 0,3%. Ça, c'est globalement. Dans l'industrie, plus 5,8. Je vous rappelle, il y avait moins 9 en 2020, plus 5,8 prévu globalement en 2021, porté cette fois-ci par l'export, avec un export un peu plus dynamique qui va contribuer positivement au développement du chiffre d'affaires, ce qui n'était pas le cas l'année précédente. Donc voilà, on voit que la croissance mondiale, le commerce international, comme vous l'avez vu dans la courbe tout à l'heure, reprend un peu de vigueur, même si on n'est pas tout à fait au même niveau qu'avant. Et donc l'export va continuer à reprendre une prédominance et à contribuer positivement, en tout cas, à la croissance d'activité et des effectifs, on va dire, qui croissent. Enfin, c'est l'épaisseur du 0,1%, donc on va dire des effectifs constants. Là-dedans, il y a des variations très atypiques. Les secteurs qui ont le plus perdu en 2020 sont ceux qui récupèrent le plus en 2021. On va prendre l'exemple de la métallurgie décolletage. On était sur du moins 18, on serait sur du plus 8,5 en 2021 par rapport à 2020. Donc on est, voilà, les secteurs qui ont le plus souffert en 2021, en 2020 sont ceux qui auront un effet rattrapage un peu plus marqué sur l'année qui vient, avec une reprise notamment de la demande automobile qui est assez prégnante depuis le mois de septembre. Par contre, il y a tous les débouchés, notamment de l'aéronautique, qui restent assez problématiques, puisque la visibilité sur le secteur de l'aéronautique, au vu des professionnels qui travaillent pour l'aéronautique, c'est assez compromis, y compris pour 2021. Donc là, la visibilité est faible. À contrario d'automobile, bon, la visibilité est peut-être guère meilleure, mais en tout cas, sur lequel il y a une reprise assez marquée depuis le mois de septembre et qui semble continuer sur ce début d'année avec un horizon qui n'est pas forcément assuré, mais au moins une tendance de fond qui est plutôt positive. Dans les services qui avaient perdu 13,5, on est à plus 8,5 attendu le chiffre d'affaires par rapport à 2021. Comme dans l'industrie, on va reconstituer une partie de la perte de chiffre d'affaires, mais on ne va pas la combler totalement. Et on reste sur une légère croissance des effectifs à hauteur de 0,5%. Dans l'hôtellerie-restauration, les professionnels annoncent plus 15 en chiffre d'affaires. Je reviens à ma remarque de tout à l'heure. L'enquête a été faite entre le 15 décembre et le 15 janvier. Donc, c'est vrai que 15 décembre, 15 janvier, on n'avait peut-être pas dans ce secteur-là la même visibilité ou la même absence de visibilité, ça dépend comment on prend les choses, qu'actuellement. Donc, ce chiffre est peut-être à prendre avec des pincettes et vient du fait que quand on a interrogé les chefs d'entreprise, il n'y avait pas forcément la même approche, la même connaissance, en tout cas des décisions qui seraient prises en tout début d'année. Mais si on sera à plus 15%, toutes choses égales par ailleurs, sur 2021. Le bâtiment, c'est celui, je vous rappelle, qui avait le moins chuté en 2020, même si on était sur du moins 7. Plus 4,6 prévu en 2021. Des effectifs également en croissance. Je vous rappelle que c'est assez labor intensive. Donc, je veux dire, dès que la croissance d'activité est là, le recrutement derrière suit. Toutefois, un point d'attention, certains professionnels attirent notre attention justement sur le fait qu'il peut y avoir un petit trou d'air dans l'activité. Fin T1, début de T2 2021. Pourquoi T1, T2 ? Ça correspond un an, c'est un an, c'est l'anniversaire du premier confinement, si je puis dire. Et l'anniversaire du premier, il y a des décisions qui ont été reportées lors du premier confinement de mars-avril et qui ont des conséquences sur le plan de charge des entreprises, sur les projets qui vont aboutir à cette période-là. Donc c'est un décalage, mais on attire notre attention sur ce trou d'air possible, ce qui veut dire que dans le 4-6, le 4-6 sera peut-être pas homogène toute l'année. On aura peut-être des périodes de moindre activité et d'autres qui vont rattraper cet effet décisionnel qui a été retardé et qui a un impact, qui aura sans doute un impact, d'après les professionnels, entre mars et avril de 2021. La rentabilité, on passe de 50% de baisse de rentabilité à 50% des chefs d'entreprise qui pensent stabiliser leur rentabilité en 2021. Voilà, donc là, on ne baisse plus, on essaye de stabiliser tant bien que mal. Par contre, la part des entreprises pensant augmenter leur rentabilité en 2021 est beaucoup plus importante. On est entre 35 et 45% selon les grandes branches d'activité, selon les services ou l'industrie. Donc, de ce côté-là aussi, un certain optimisme, moins de dégradation de rentabilité.
au mieux la stabilité, enfin au pire la stabilité, au mieux peut-être une augmentation dans un certain nombre de cas. L'industrie, c'est là où je vous disais que le moins 16% pouvait être encourageant, c'est que dans les perspectives des industriels, qui, je répète, font 70% de l'investissement global, nous sommes sur des chiffres de plus de 24%. Donc, ça veut effectivement dire que quand on nous dit « j'ai reporté ma décision, mais je vais faire mon projet », un certain nombre de ces projets vont apparaître, vont ressortir des cartons, vont se remettre en marche dès le début, dès l'année 2021. Et ça, c'est plutôt favorable parce que c'est effectivement un signe de confiance en l'avenir. Ce n'est pas que des investissements, alors ça peut être des investissements de capacité, c'est aussi des investissements de productivité. Donc derrière, ça veut dire que l'industrie retrouve, dès lors qu'elle retrouve des marchés, retrouve sa capacité à innover, sa capacité à investir. Là, ce sont quelques informations qui ne sont pas tirées de notre enquête, mais que je vous expose parce qu'elles me semblent avoir un intérêt au moins cette année. On ne les montrera peut-être pas chaque année, mais l'année 2020 ayant été assez atypique, il me semblait intéressant de vous les présenter. Tout d'abord, l'évolution. Alors, crédit mobilisé, c'est l'ensemble des crédits dont dispose une entreprise à un moment donné, et les lignes qu'elle utilise en tout cas. On s'aperçoit, effet PGE, qu'en France, où on aura il y a eu une forte augmentation du taux de croissance des crédits accordés aux entreprises. Quand vous regardez l'échelle, le graphique de droite, vous apercevez que c'est surtout les TPME, les TPME au sens large, qui ont bénéficié de cette augmentation de l'endettement via les PGE. Non pas que les autres n'en aient pas bénéficié, mais c'est beaucoup moins marqué. Et puis, les grandes entreprises ont peut-être davantage de possibilités de diversifier leurs sources de financement, ce qui n'est pas forcément le cas des TPME. Donc, on voit très bien l'impact du PGE. C'est assez manifeste sur l'évolution des crédits mobilisés pour les entreprises par les différents réseaux bancaires. Intéressant aussi parce que c'était très atypique 2020. Vous savez que notamment la Banque de France a en charge au niveau de chaque département de la médiation du crédit. C'est un dispositif qui a été institué en 2008-2009, à l'époque où de la crise financière, j'allais dire la crise précédente, la crise financière, où il y avait des craintes réelles de crédit crunch vis-à-vis des porteurs de projets économiques, dont les entreprises. Donc, on a vu beaucoup de dépôts de dossiers, je vous rappelle, en 2008, 2009, 2010. Depuis, ce n'était pas tombant des études, mais on était sur une dizaine de dossiers par an au niveau du département, par exemple, de la Haute-Savoie. Il faut savoir qu'en 2020, on a eu 10 fois plus de dossiers qu'en 2019, essentiellement d'ailleurs sur des refus de PGE dans un premier temps, et que dans 6 cas sur 10, après réexamen en médiation du crédit, on arrive à trouver des solutions plus favorables à l'entreprise que ce qui était décidé initialement par les partenaires financiers. Donc voilà, sachez, c'est aussi un point d'attention, c'est qu'on a eu un certain nombre de dossiers qu'on a réexaminés et sur lesquels, en faisant discuter toutes les parties autour de la table, on est à retrouver des accords qui permettent aux entreprises de se financer alors qu'initialement, elles n'étaient pas nécessairement. Deux choses également intéressantes, mais c'est aussi un effet PGE, un effet que les trésoreries ont été renforcées par à la fois les PGE, mais pas que les PGE, toutes les mesures qu'a mis en place l'État, que ce soit le fonds de solidarité, les prêts participatifs, etc. On s'aperçoit qu'il n'y a jamais eu aussi peu d'incidents de paiement sur effet de commerce depuis qu'on recense les incidents sur effet de commerce. On est sur une baisse de 33-36%. C'est-à-dire que les causes de non-paiement pour insuffisance de provision entre sociétés, l'effet de commerce étant un des principaux moyens de paiement entre sociétés, on n'a jamais enregistré aussi peu. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et pour information aussi, même si ça n'a pas directement un lien avec les entreprises, mais ça a quand même un lien avec l'état général de l'économie, il faut savoir aussi que la Banque de France s'occupe de la situation des surendettés, des personnes, des ménages surendettés, depuis la loi Neyertz de 1989. Depuis 2013, en France, en région et en Haute-Savoie, curieusement, il y a très peu de typicité locale. On a une baisse de 10% chaque année du nombre de dépôts de dossiers de surendettement déposés, enfin de dépôts de dossiers de surendettement. En 2020, on est globalement à moins 25% partout. Ça veut dire qu'on a une baisse 2 fois plus marquée en 2020 que la tendance depuis 2013. Ça sous-entend quoi? Alors que nos guichets sont ouverts, qu'on avait la capacité de saisir la commission de surendettement par nos guichets, par Internet, etc. Ça veut tout simplement dire que
effectivement, la situation des ménages a été relativement épargnée en termes de pouvoir d'achat sur 2020 et de manière peut-être plus marquée que ce qu'on espérait. Alors, on ne s'explique pas tout, hein, parce que le moins 25% nous étonne. On nous a dit, attention, l'été, à l'automne, vous aurez une vague 2. On n'a pas vu venir la vague, alors peut-être qu'elle va venir et que dans un an, je vous dirai qu'il y a une grosse vague. En tout cas, pour l'instant, c'est plutôt une nouvelle intéressante malgré tout, en termes sociologiques, c'est que la situation sanitaire avec la crise économique qu'elle a créée n'a pas eu d'effet nécessairement sur la solvabilité des particuliers qui n'ont jamais été aussi peu à déposer de dossiers chez nous. Voilà. Donc, on ne l'explique pas totalement. Hein. C'est comme tout à l'heure, le lien entre pourquoi autant de liquidités sur le marché et aussi peu d'inflation. Mais c'est un fait, donc il fallait le souligner. Hein. Le fait aussi qu'il y a eu de l'épargne forcée parce que vous ne pouviez pas dépenser à certaines périodes, ça peut jouer, mais ça ne peut pas expliquer pourquoi on est 2 fois plus faible, enfin pourquoi on a 2 fois moins de dépôts que les autres années. Donc voilà, c'était quelques indicateurs sur lesquels je souhaitais terminer, parce que c'est toujours intéressant de mettre en perspective effectivement les résultats de l'enquête et puis quelques indicateurs macro ou mésoéconomiques. Alors, en conclusion, et avant de vous laisser la parole pour des questions, voilà, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que la crise sanitaire que nous avons vécue, c'est pas un mal pour un bien? C'est-à-dire que est-ce que demain, on ne va pas raisonner différemment? Il va y avoir des choses un peu différentes qui vont nous faire dire que finalement, la crise aurait été salvatrice un certain nombre de choses. Il y a plein de domaines sur lesquels on peut se poser des questions. L'immobilier d'entreprise, dans une entreprise tertiaire, est-ce que quand il y a 200 personnes, avec le développement du travail, l'immobilier d'entreprise va se penser de la même manière que jusqu'à présent? On n'en sait rien, mais moi non plus. Est-ce que dans le tourisme d'affaires, ça va se faire de la même manière quand on s'appelle? Est-ce qu'on va de temps en temps toujours aller aussi souvent à Paris pour aller à des réunions, alors qu'on s'aperçoit que quand c'est de l'informatif pur, ça passe très bien via des méthodes différentes? Je pense qu'il y a toute une réflexion, le tourisme aussi, le tourisme de montagne de demain. Voilà, il y a des tas de sujets sur lesquels on peut, les investissements d'avenir, quelles vont être les filières privilégiées par ces investissements d'avenir? Est-ce que ça va rebattre certaines cartes? Il y a un certain nombre de questions qu'on est à même de se poser, sur lesquelles je n'aurai pas la réponse ce soir, vous les avez peut-être, mais moi je ne les ai pas, mais sur lesquelles ça peut être intéressant de dire, voilà, cette crise aura peut-être fait évoluer aussi des mentalités, des choses, malgré elles, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas des choses auxquelles on aurait pensé. Il y a eu le débat sur les relocalisations industrielles, qu'on a beaucoup entendu lors du premier confinement, un peu moins depuis, il faut reconnaître. Est-ce que ça va rabattre aussi des cartes de ce côté-là? Voilà. Donc ça, c'est des questions que l'on peut globalement se poser. Et je ramasse les copies dans 2 heures. Non, je plaisante. Je suis maintenant disponible pour vos questions. Donc pareil, même schéma, salle en direct, naturellement. Et puis s'il y a des questions à distance, via le chat. Merci. Merci encore une fois pour cette présentation. J'ai 2 questions, une relative à l'emploi et une deuxième relative à l'investissement. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, avec le rebond attendu, le chômage va continuer à progresser jusqu'au mois de juin, alors qu'on pourrait s'attendre à une stabilisation du chômage, dans la mesure où le rebond d'activité attendu sur 2021 est quand même relativement important? Et est-ce que je dois aussi comprendre que si le chômage va continuer à augmenter, que sur notre territoire, le chômage qui a pris plus 20% cette année, puisque, comme vous le savez, on a 8000 demandeurs d'emploi en plus à fin septembre et d'ailleurs les mêmes à fin décembre, est-ce qu'il faut encore s'attendre sur notre territoire à une dégradation du nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A? Alors, il y a 2 aspects, enfin, il y a plusieurs aspects pour répondre à votre question. La première, c'est que c'est vrai, quand on regarde même la situation d'emploi issue de cette enquête et les perspectives sur 2021, on est plutôt sur des effectifs qui se maintiennent. Donc ça, c'est le côté plutôt encourageant de dire, globalement, chef d'entreprise, il ressort que l'emploi se maintiendrait dans vos entreprises respectives. Ça, c'est le premier point. La Haute-Savoie, comme vous l'avez dit, était plus touchée, mais elle démarrait aussi de plus bas. C'est-à-dire que c'était un des taux de chômage les plus faibles de France. Et normalement, effectivement, l'impact a été le plus fort, mais il faut tout. C'est pas pour. Non, mais c'est quand même le point de départ est important. C'est comme pour la dette publique. Vous ne démarrez pas de niveau, même si vous progressez un peu plus vite. Donc c'est vrai que non, mais il y a cet aspect-là. Après, il y a aussi l'aspect, et on
a le président du tribunal de commerce avec nous, qu'on a eu assez peu de plans sociaux massifs dans cette période compliquée. Alors, parce que les trésoreries ont pu être soutenues, pour autant, je ne sais pas si ce sera toujours le cas. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des entreprises qui étaient déjà en difficulté au début de la crise, qui ont pu survivre par les différents dispositifs mis à disposition, et je souhaite d'ailleurs qu'elles continuent à survivre, mais il peut y avoir aussi un impact plan sociaux massif qu'on n'a pas forcément vu et qui pourrait arriver. Ça peut être aussi une chose, parce qu'on voit bien que jusqu'à présent, que ce soit les créanciers publics aussi n'ont pas lancé, voilà, il y a toute une période de l'année où ils n'allaient pas chercher leurs créances, entre guillemets. Donc ça peut jouer aussi sur un certain nombre de choses et ça peut décaler, il peut y avoir un effet décalage. Après, voilà, c'est vrai que ça peut être atypique de dire ça va augmenter au moment où ça repart. Mais je souhaite qu'on se trompe sur la prévision. C'est ce que je vous ai dit sur la prévision de chômage, je souhaite qu'on se trompe et quand on voit l'enquête, il y a plutôt à être positif. On n'est pas à l'abri de quelques catastrophes. Alors, je n'ai pas de nom en tête, mais ça peut arriver sur tout le territoire, par des établissements importants, par des sociétés importantes. Et puis, on n'est pas, voilà. Et puis, on sait très bien aussi que entre les prévisions et les réalisations, il peut y avoir aussi un écart qui peut exister. J'avais mobilisé la parole. J'avais une deuxième question concernant les investissements. Moins 16% en investissement en 2020, c'est ça? Oui. Sur Rhône-Alpes. Sur l'industrie. Oui, sur l'industrie. J'avais un chiffre de France Industrie. Alors, peut-être que je l'ai mal noté, mais j'avais plutôt moins 7 ou moins 8% sur toute la France. Est-ce que ça veut dire que Rhône-Alpes est plus impacté ou pas? Ou c'est une erreur de ma part? Alors. Et puis, oui. Je fais la deuxième question, comme ça après, je rends le micro. Le plus 24 sur 2021, c'est l'impact du plan de relance, parce que c'est énorme, plus 24 si je les rapporte au moins 16. Et tant mieux, d'ailleurs, mais est-ce que les effets des plans de relance, des soutiens aux entreprises et également à l'industrie, est-ce qu'aussi va contribuer? Est-ce que vous arrivez à faire la part de l'impact du plan de relance sur cette prévision des industriels à réinvestir massivement l'année prochaine? Alors, sur le deuxième point, je pense que je rappelle que c'est la réponse des chefs d'entreprise, je pense que les chefs d'entreprise ont sans doute inclus, et notamment dans le bâtiment, et mais pas que, l'impact du plan de relance, l'impact positif du plan de relance sur leur activité respective. Donc, il y a certes du report de ce qui n'a pas été fait, mais il y a peut-être aussi un plus, et il y a sans doute un plus, parce que sinon, effectivement, ça veut dire qu'on dépasserait plusieurs années d'investissement normal, entre guillemets, et il y a sans doute un plus par l'appréciation que les chefs d'entreprise ont du plan de relance, de l'impact de ce plan de relance. Il faut savoir aussi que la Haute-Savoie est très représentée, par contre, en aura là-dessus, puisque dans les grands projets, les projets d'avenir et les projets de filière, il y a beaucoup de projets haut-savoyards qui ont été retenus. C'est quasiment de mémoire 50% des projets d'Aura, sur tous les projets qui ont été amenés. Donc, ça veut dire que, certes, la Haute-Savoie est plus industrielle que la moyenne des régionales, mais ça veut dire que la Haute-Savoie aussi sera peut-être encore plus forte de ce côté-là, avec des investissements plus marqués, parce que beaucoup d'acteurs industriels de Haute-Savoie ont pris leur marque et j'allais dire, ont candidaté, ont été retenus sur ces projets, sur ces grands projets d'avenir. Donc ça, c'est important. Sur le premier point, la différence avec d'autres sources, moi, les sources que je vais donner, c'est des sources par rapport à notre échantillon. Donc, c'est-à-dire que quand on additionne tous les investissements de nos échantillons, donc dans l'industrie, on représente 50%. On est représentatif à 50%, ce qui est un bon niveau de représentativité. Mais ça veut dire aussi que c'est notre échantillon et France Industrie, il y a peut-être aussi d'autres sources, soit un échantillon différent, soit plus exhaustif. Mais après, voilà, c'est difficile de comparer des sources un peu différentes. Nous, on prend vraiment les entreprises de la région. On ne prend pas forcément, les investissements qui sont faits dans les entreprises de la région. Pas forcément les investissements faits ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a un côté géographique qui est pris en compte dans l'investissement, qui, selon la méthode de calcul, peut faire qu'on ne compte pas tout à fait la même chose. Alors, globalement, sur toute la France, on doit être juste. Après, il y a toujours l'effet des groupes parisiens, ça. C'est l'effet de la Défense, je veux dire, où des projets initiés là-haut qui sont comptés en Ile-de-France, alors qu'ils peuvent répercuter sur l'ensemble du territoire. Il y a toujours des biais et il faudrait faire l'agrégation pour savoir où on se situe. Je n'ai pas l'impression que Aura souffre plus de l'investissement que le reste de la France. Maintenant, voilà,
les sources que j'ai sont issues de cette enquête et par rapport aux chefs d'entreprise qui ont répondu. Question du chat. Oui. Justement, en parlant d'investissement, dans le cadre de la cotation Banque de France et des bilans qui vous parviennent, allez-vous tenir compte de l'impact Covid? Alors, c'est une très bonne question. D'ailleurs, on aura bientôt une manifestation dédiée sur le sujet. Donc, je ne vais pas tout dire. Non, si, je vais en dire une partie. Sur la cotation Banque de France, impact Covid, alors je vais dire, non seulement on va en tenir compte, on en a déjà tenu compte. Alors, c'est vrai que pour les chefs d'entreprise, c'est sans doute plus problématique cette année parce que les comptes vont être moins bons que les autres années et on va être amené à coter en période de rebond. Donc, effectivement, ce sera à nous de faire la part des choses, au-delà de la simple analyse rigoureuse et stricte des comptes, de la capacité de rebond de l'entreprise. Pour cela, d'ailleurs, comme c'était fait en 2020, on va mettre en avril à disposition des chefs d'entreprise un questionnaire dont on souhaite qu'ils l'utilisent, puisque c'est le but, pour connaître un petit peu, effectivement, en dehors de la pure analyse des comptes, pour savoir, avec un certain nombre de questions, pour savoir quelle a été l'importance, quel a été l'impact du Covid sur leur compte, qu'est-ce qui est du récurrent, du non récurrent, quelles mesures ont éventuellement été prises. Tout ça pour permettre aux cotateurs Banque de France d'avoir une approche qui sorte de la simple analyse des comptes. On se doute bien que sur une année mauvaise, dès lors que l'entreprise performe bien d'habitude et qu'on a des éléments d'explication qui nous permettent d'envisager sereinement l'avenir, on ne va pas forcément être maniaque de la décote. Ce n'est pas notre but. Mais je peux vous dire qu'on a fait le même exercice. Alors, c'était moins visible parce que c'est dans l'autre sens. On cotait de bons comptes à une période mauvaise. Mais nous, on a fait aussi l'exercice. C'est-à-dire que quand on a coté les bilans, enfin les comptes 2019, ils étaient plutôt bons, voire très bons, dans un contexte dégradé. On a eu la même analyse dans l'autre sens, de dire, avec un questionnaire idoine. Oh merde, ouais, t'imagines. Avec un questionnaire idoine, on a eu la même analyse pour voir si, comment on devait analyser et tenir compte des comptes en question. Moi, normalement, on va lui faire les cartes. Il y a aussi un deuxième point, c'est que nous sollicitons les chefs d'entreprise régulièrement pour qu'ils nous apportent des compléments d'explication qualitatifs à l'analyse des comptes, que ce soit la gouvernance, que ce soit les clients, les fournisseurs, la diversification, la stratégie, et que effectivement aussi ils peuvent nous solliciter s'ils ont des choses à mettre en exergue, au-delà du simple questionnaire, pour que l'on prenne en compte l'ensemble des interrogations. Donc oui, la question est-ce que la cotation Banque de France va tenir compte du contexte particulier du Covid? La réponse est oui. Pour autant, on ne casse pas le thermomètre. Quand je dis qu'on ne casse pas le thermomètre, c'est si vous avez 39, on a beau souffler sur le thermomètre, vous avez 39, vous restez à 39. Mais par contre, on va tenir compte des conditions dans lesquelles vous pouvez rebondir et la fièvre va pouvoir baisser. Voilà, on ne casse pas le thermomètre, par contre, on tient compte des conditions particulières pour coter. Comme on l'a fait en 2020 sur les comptes 2019, on le fera en 2021 sur les comptes 2021 sur les comptes 2020. Deuxième question du chat. Comment imaginez-vous la suite donnée par l'État pour équilibrer son budget? L'argent injecté pour soutenir l'économie inquiète. Là, je crains que vous ne puissiez pas sortir avant la fin du couvre-feu. Bon, c'est un vaste débat. En plus, on n'a pas d'avis. La Banque de France n'a pas d'avis particulier à donner sur le sujet. Voilà, ce que l'on sait, le message en tout cas institutionnel que l'on passe et que passe notre gouverneur régulièrement, c'est qu'il a repassé récemment, et la Banque centrale européenne, Madame Lagarde, l'a rappelé ce week-end encore, c'est que toute dette doit être remboursée. C'est une des qualités, j'allais dire, de la signature française qui fait qu'on a des taux actuellement au même niveau que l'Allemagne, alors qu'on n'a pas les mêmes niveaux de déficit et les mêmes niveaux de croissance. C'est tout simplement parce que la signature France est reconnue. C'est-à-dire que quand on emprunte, on sait qu'on rembourse. L'État russe a essayé, un peu avant la Première Guerre mondiale, de faire des emprunts et de ne pas les rembourser. C'est resté dans les mentalités pendant un moment. Donc, la tendance de fond, c'est de dire, voilà, l'emprunt est fait pour être remboursé, et la dette française, comme toute dette, a vocation à l'être. Après, effectivement, il y a tout le débat dans lequel on n'aura pas le temps de rentrer, ou alors il nous faudrait 2 heures de plus, sur est-ce qu'on peut rembourser la dette Covid à un autre moment, un peu plus tard, etc. Donc ça fait partie des solutions qui sont discutées, envisagées, etc., sur lesquelles il y aura, à un moment donné, ça va aboutir. Voilà. Mais le sujet majeur, alors effectivement, on peut rembourser plus tard, mais le sujet majeur, c'est que la qualité des emprunts que nous avons fait que nous avons une réputation de rembourser nos dettes et que tout emprunt qu'on a fait sera remboursé. Voilà.
Bonjour. Donc, Bonjour. une dernière question peut-être pour la fin. C'est au sujet du secteur montagne qui pèse de manière significative dans le PIB de la Savoie en tout cas et dans une moindre mesure de la Haute-Savoie. Qu'avez-vous à dire sur le plan montagne? Parce qu'on en parle finalement assez peu. On sait qu'il y a des choses qui circulent. Alors, moi, je ne pourrais pas vous commenter le plan montagne parce que ce n'est pas mon rôle. C'est pas mon rôle et puis il y a des gens plus compétents que moi pour le faire. Donc, je ne vais pas commenter un plan gouvernemental. Hein, mais par contre, ce qu'on peut dire au niveau des Savoies, on en a bien conscience quand on voit aussi les dirigeants, c'est que la Savoie et la Haute-Savoie, ce n'est pas tout à fait la même montagne. Et ce n'est pas tout à fait les mêmes impacts. Dans la très haute montagne, c'est beaucoup plus compliqué que dans les stations de moyenne montagne d'une part. Les stations village, c'est pas pareil que les stations, les usines à ski, si je peux prendre l'expression, et que les impacts ne sont pas forcément les mêmes partout. Et on voit d'ailleurs, hein, les professionnels alors, parlent d'un langage commun, c'est normal, mais on voit bien que les situations des acteurs de la montagne sont quand même très différents, alors d'un département, mais aussi d'un style, enfin d'un modèle économique à un autre. Après, voilà, moi, sur le plan montagne, je ne peux pas vous faire de commentaires particuliers. Je sais que c'est effectivement quelque chose d'important dans la région et dans les Savoies d'une manière générale. C'est un plan qui a déjà évolué, qui peut peut-être évoluer d'ailleurs aussi en fonction des délais dans lesquels l'activité touristique de loisirs de montagne retrouvera, j'allais dire, la possibilité de travailler normalement ou pas. Mais c'est vrai que ça me paraît compliqué cette année. On va être sans doute sur une saison blanche. Hein. C'est comme si on avait une saison sans neige, sauf qu'on a la neige, mais on n'a pas le client. Voilà. Donc on est sur quelque chose de compliqué. Après, sur le plan montagne, franchement, je ne peux pas vous faire de commentaires. Ça ne fait pas partie des... Voilà, la Banque de France ne commande pas des décisions gouvernementales, mais par contre, j'ai bien conscience quand même que les acteurs ont des problématiques différentes et que ce qui peut correspondre à une station ou à un professionnel de montagne ne correspond pas forcément à tous. Oui. Ce que dit Madame, c'est exact. C'est clair que la Savoie est beaucoup plus touchée que la Haute-Savoie. Et où je m'interroge, il y a tout un certain nombre d'hôteliers qui ont pu bénéficier de PGE. Et quand je vois les endettements, les rentabilités, je me demande comment ils pourront rembourser après leur PGE à partir de 2022. Quelles seront les mesures concrètes, sans avec la boule de cristal, qui seront mises en place? Pour l'instant, le PGE, depuis la mise en place de PGE, il y a eu plusieurs aménagements. Alors, il y a eu les dispositifs spécifiques, effectivement, aux montagnes. Il y a eu la possibilité déjà d'y souscrire jusqu'au 30 juin 2021 au lieu du 31-12. Donc, il y a eu un élargissement de la période de souscription qui peut être utile d'ailleurs, hein, dès lors que une entreprise, notamment qui serait dans la montagne, n'avait pas tout souscrit la première fois au vu de ce qui se passe actuellement. Donc, d'avoir quelques mois de plus éventuellement pour faire un point sur ses besoins, ça peut être utile. Après, vous l'avez vu en graphique, hein, il y a une augmentation assez forte de l'endettement, y compris des TPE. Le plan, il y a déjà eu quelques aménagements, hein, c'est-à-dire que le PGE, initialement, c'était de 1 à 5. Enfin, de 1 à 5, c'était au bout d'un an, je rembourse ou j'amortis sur 5 ans maximum. Maintenant, ça peut être 1, 2, alors 1 plus 5 ou 2 plus 4. 1 plus 4, pardon, oui, enfin voilà, ça ne dépasse pas 5 ans au total, mais il y a la possibilité de différer l'amortissement du PGE sur un an supplémentaire, ce qui permet aux industriels ou aux chefs d'entreprise ou les professionnels de tourisme qui n'ont pas encore assez de visibilité pour pouvoir se prononcer sur qu'est-ce que je fais la première année, de différer d'un an de plus la décision qui sera prise en termes de PGE, donc soit effectivement de l'amortir sur la durée restante, soit de le rembourser en partie ou totalité de la première année. Après, je sais qu'il y a des débats actuels sur lesquels ce n'est pas tranché, donc là-dessus, ça fait partie de la négo en cours avec l'État sur une durée plus longue de remboursement. Je sais que ça fait partie des idées qui sont émises, pour lesquelles, pour l'instant, il n'y a pas de... C'est en cours, mais il n'y a pas de décision qui ont été prises. Hein. Les transformations en quasi-fonds propres, on a aussi entendu parler de ça. Ça fait partie des choses qui sont dans la discussion actuellement, sur lesquelles il n'y a rien de... Voilà. Ça peut évoluer, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Mais c'est un vrai sujet, parce que ça veut dire que pour rembourser un PGE, il faut que l'entreprise soit capable de dégager au moins autant de rentabilité que les autres années, voire plus, même si on veut le rembourser totalement correctement.
Et notre marché part, puisque les Italiens rouvrent les stations la semaine prochaine. Et leur montée mécanique, comme en Suisse. Oui, une question. Concernant les entreprises qui ont fait des demandes de PGE lors du premier confinement, mais qui n'ont pas été, qui n'ont pas demandé les 25% dans le cadre général auquel elles pouvaient prétendre et qui cherchent à avoir des compléments auprès des banques, est-ce que vous constatez que ça se tend un petit peu? Est-ce que vous avez des banques qui ont plus de difficultés à octroyer des compléments de PGE maintenant ou des PGE maintenant que lors du premier confinement? Oui, très clairement oui. Je pense qu'il y a des dossiers qui passaient au mois d'avril qui passent plus maintenant. Et est-ce qu'avec la médiation du crédit… Alors, c'est notamment avec la médiation du crédit, on le voit. Il y a des dossiers sur lesquels il ne serait même pas venu. Enfin, je pense qu'il y a 6 mois, il ne serait même pas venu en médiation. On les voit maintenant. Alors, ça s'explique pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que… Enfin, c'est plusieurs raisons. Ça peut s'expliquer parce que la situation… la visibilité est peut-être moins forte dans certains secteurs qu'au printemps, où on pensait que tout allait repartir très vite. Je pense aussi que dans les réseaux bancaires, au départ, le PGE était diffusé très rapidement et dans des conditions d'analyse des risques, mais qu'on a demandé d'aller très vite sur l'analyse des risques et de ne pas considérer qu'on est dans un emprunt classique ordinaire. Maintenant, on est dans du un peu plus sélectif. Donc, je pense que l'analyse des risques est un peu plus classique sur qu'un emprunt, que sur un type d'endettement traditionnel. Mais très clairement, on remarque un resserrement de tout le réseau bancaire. Là, je jette la pierre à personne, mais il y a un resserrement des conditions d'octroi du PGE qui est marqué, oui. Je pense qu'il y a des dossiers, très honnêtement, qui passaient au mois d'avril et qui ne passent plus maintenant. Mais je pense aussi, c'est parce que globalement, notre visibilité, c'est un peu restreint, que ce soit au côté banquier ou côté entreprise, par rapport à combien de temps ça a duré, est-ce que je vais être en capacité de, etc. Donc, je jette la pierre à personne, mais c'est juste un constat auquel je souscris, effectivement, par rapport à votre remarque. Merci. Oui, ça tombe bien là, sur ce qu'on vient de finir. Justement, moi, j'avais relevé sur vos tableaux les métiers de service, enfin pas les métiers de service, tous les métiers, un chiffre d'affaires de 2020, moins 10,4% pour un effectif de moins 1,6%. Donc, on peut se glorifier que l'effectif reste quasiment à zéro malgré les pertes de chiffre d'affaires. Moi, je suis dans le service et nous, on rentabilise par poste obligatoirement. Ici, on garde le même effectif avec des baisses de chiffre d'affaires de moins 10. Est-ce que ce n'est pas un tsunami qu'on est en train de cacher et qui, de fait, que les banques aujourd'hui commencent à serrer un peu, je dirais entre guillemets, la ceinture? Est-ce qu'on ne va pas sur une mauvaise situation? Alors, là-dessus, je n'ai pas d'avis tranché, mais alors, un moins 10% avec un moins 1% d'effectifs, moins 10% de chiffre d'affaires, moins 1% d'effectifs, dès lors que vous pensez qu'effectivement c'est un épiphénomène et que la reprise est là le lendemain et que vous allez récupérer vos 10%, on peut comprendre que le chef d'entreprise fasse ce choix-là. Dans une région et dans un département où, je vous rappelle, la ressource humaine est rare et chère. On a un voisin suisse qui attire pas mal de compétences. Donc, que le chef d'entreprise privilégie à un moment donné en disant « je fais le gros dos, j'attends que ça passe » et parce que j'ai les compétences que j'ai enfin pu acquérir, entre guillemets, ou pu former, et j'attends que l'activité reparte, ça peut se comprendre tout à fait. Votre remarque est par contre tout à fait valable si le moins 10% reste… Enfin, si c'est un moins 10% qui est un moins 5% l'année d'après, ou si on met 10 ans à récupérer le niveau d'avant. Là, je pense qu'effectivement, ça veut dire qu'il y a peut-être un souci, c'est-à-dire qu'on maintient peut-être effectivement des effectifs à un niveau qui n'est plus adapté. Je pense que le pari qui a été fait, mais là, je me fais plutôt le porte-parole, le pari qui a été fait, c'est de dire qu'il va y avoir le rebond, qu'on a constaté d'ailleurs, qui a été un peu arrêté à un moment donné, notamment dans les services marchands. Mais le rebond, il est là. Comment dirais-je, le problème, il n'est pas économique, il est sanitaire. Donc, on sait qu'il va y avoir une fin. Alors, elle va mettre du temps, mais on sait qu'il y aura une fin à un moment donné. Et qu'après, ça va reprendre normalement. Et qu'on va rattraper une partie du retard. Je pense que c'est ce pari-là qui a été fait, qui explique d'ailleurs les relativement bons chiffres de l'emploi. Alors, de l'emploi, en tout cas, de l'emploi, je vais dire, non à durée déterminée et non intérimaire sur l'année. Voilà. Après, effectivement, si on reste dans une optique négative, c'est-à-dire que on va mettre des années à récupérer le niveau d'avant-crise, là, effectivement, la question peut se poser. Et puis, ça dépend aussi de la taille de l'entreprise.
Sur une petite structure, c'est peut-être plus difficile à gérer qu'une grande structure, etc. Donc, il y a un tas de paramètres, on a dit, qui rentrent en ligne de compte. D'autres points? Bon, écoutez, je vous propose je vous remercie de votre écoute, des questions très intéressantes et très pertinentes que vous avez posées. Habituellement, on est heureux de vous offrir un petit pot en sortant. Vous savez que malheureusement, cette année, je n'ai pas la possibilité de le faire. J'espère l'année prochaine qu'on aura effectivement la possibilité de trinquer ensemble à l'issue de cette manifestation. Mais là, les conditions sanitaires exigeaient qu'on ne puisse pas partager une coupe à la fin de cette séance. Voilà. Merci à vous en tout cas et à très bientôt avec de meilleures nouvelles, j'espère. Oui, on vous transmettra naturellement, puisqu'on a vos mails, puisque vous êtes inscrits par mail, le document que je vous ai présenté ce soir. Donc, ça vous permettra, si vous souhaitez le conserver ou le diffuser, de le faire.